Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous sommes de nouveau dans la période de l'Avent et dans cette période-là, le site Advent of Code nous propose de nouveau des petits challenges, 25 pour être précis, qui vont nous permettre en fait de nous accompagner pendant toute cette période d'avant Noël. Alors ce sont toujours des petits puzzles qui nous demandent un petit peu de réflexion, qui nous permettent toujours un petit peu de voir en fait si nous avons bien compris les différents concepts des langages de programmation, donc c'est plutôt intéressant. La difficulté de ces challenges est toujours progressive, les premiers jours sont plutôt simples en fait, et plus on va avancer en fait dans les jours, plus en fait les difficultés vont arriver. Voilà. Donc l'idée toujours de ce site, qui s'appelle adventofcode.com, c'est que tous les ans vous allez découvrir une fresque au fur et à mesure que vous allez résoudre les puzzles. La fresque va se dérouler petit à petit, et chaque résolution de puzzle va faire en sorte que la fresque va s'illuminer jusqu'à la fin. Lorsque vous aurez résolu les 25 épreuves, vous aurez une fresque entière. Ok, donc sur le principe, pareil, les puzzles en fait sont libérés chaque jour, c'est-à-dire que vous avez une nouvelle énigme en fait qui va arriver chaque jour. Alors moi je suis en France, donc l'énigme en fait démarre à peu près, heure locale à peu près pour nous à 6h du matin. À partir de 6h du matin, vous pouvez résoudre l'énigme journalière, et si jamais vous avez résolu la première partie de l'énigme, on vous en donnera une deuxième. Ok. Ce qui fait que tous les jours, vous avez la possibilité de récupérer 2 étoiles, une étoile lorsque vous avez résolu la première énigme, une deuxième étoile lorsque vous avez résolu la deuxième. Voilà. Et si vous avez arrivé donc en fait au 25, donc à la fin, à la résolution de toutes les énigmes, vous aurez la joie de voir la fresque s'illuminer en entier. Alors là, on est encore en cours, il y a les 6 premières énigmes qui ont été lâchées pour cette année, l'an dernier, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On peut repartir sur l'année 2023, par exemple, la fresque, je l'avais entièrement débloquée, voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc on verra un petit peu les surprises que l'on peut avoir cette année. Donc on va se remettre sur 2024, et on va essayer d'explorer un petit peu les différents puzzles. C'est très intéressant, puisque ça va nous permettre de mettre en lumière, en fait, ça va nous permettre d'utiliser plein de fonctionnalités qu'on a vues dans les langages de programmation. Alors, vous n'êtes pas fixé sur un langage de programmation, c'est-à-dire que on ne vous demandera que le résultat, donc vous avez la possibilité d'utiliser n'importe quel langage de programmation. Les puzzles, en fait, sont simplement constitués de telle manière que vous ne pouvez pas le faire de tête, ou alors le faire avec un papier et un crayon, enfin, vous pouvez, mais ça va vous prendre, en fait, des heures et des heures, donc c'est quelque chose qui n'est pas jouable. Il va falloir passer par un outil. Alors ça peut être un langage de programmation, on va voir que certains puzzles aussi, on peut directement les résoudre avec Excel. Ça peut aller très vite aussi. Comme dit, là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de rien n'est imposé techniquement, puisqu'en fait, seule la réponse vous est demandée. Alors on va décortiquer les premiers puzzles, alors je ne les ferai probablement pas tous, mais simplement je vais vous faire des vidéos sur les premiers puzzles pour vous expliquer un petit peu le principe, et pour se lancer. Donc je vais cliquer sur la première ligne, là, le premier puzzle qui nous est proposé. Alors, il y a toujours une histoire qui a été mise en place autour de chacune des énigmes. Et cette année, en fait, normalement, ils se rendent compte que l'historien en chef, normalement, est toujours présent pour commencer à préparer Noël. Et cette année, malheureusement, il n'est pas là. Et donc, on va devoir le chercher. Alors, où le chercher? On sait que il peut être sur l'une des 50 localisations du pôle Nord, c'est-à-dire qu'il y a 50 endroits clés dans le pôle Nord, et on sait qu'il est allé les visiter, donc on s'attend en fait à le voir sur une de ces 50 localisations. Alors les 50 localisations vont simplement symboliser les 50 étoiles que l'on va pouvoir récupérer, et donc quand on aura récupéré toutes les étoiles, c'est que l'on aura visité toutes les localisations. Ok. Alors on vous explique un petit peu que effectivement vous démarrez votre aventure à ce niveau-là et que on va essayer de commencer à chercher où pourrait se trouver l'historien en chef. Premier problème, en fait, vous vous rendez compte que lorsque vous regardez la liste des localisations là où il pourrait être, en fait, cette liste est vide. Ok. Donc déjà ça commence mal, c'est que vous ne savez pas où chercher. Alors en fait, les elfes, alors, on est toujours dans le monde elfique puisqu'on est dans la préparation de Noël. Les elfes ont trouvé des notes, donc des notes griffonnées, et ça pourrait ressembler en fait à des localisations. Si on arrivait à comprendre ce qui est dans ces notes, peut-être qu'on arriverait à retrouver les différents endroits en fait que visite l'historien en chef.
Ok, alors il nous explique un petit peu le problème. On a toujours une version simplifiée du problème, au départ, et il nous explique un petit peu comment ça marche. Alors on va se retrouver avec les notes, en fait, c'est des chiffres sur deux colonnes. La première colonne, on a des chiffres, et une deuxième colonne, on a des chiffres aussi. Ok. Et les elfes font la supposition suivante. On va essayer, en fait, de faire des paires de ces différents endroits géolocalisés, et on va essayer de voir, en fait, si ces deux listes, en fait, elles correspondent. Alors, quelle est l'idée? Eh bien, tout simplement, on va prendre la première liste, on va prendre le plus petit élément de la première liste, on va essayer de le comparer au plus petit élément de la deuxième liste, on va regarder combien il y a de différence entre les deux, et on va faire ça pareil avec le deuxième plus petit élément de la première liste et le deuxième plus petit élément de la deuxième liste. Ok. Voilà, et puis ensuite on va prendre toutes les différences que l'on va trouver, on va calculer toutes les distances entre ces différents éléments, et on va cumuler cette distance. Ok, alors ce que je vous propose, c'est, on va essayer de comprendre un petit peu, on va écrire l'algorithme qui nous est demandé. Alors, la première chose, effectivement, tous ces éléments-là vont se retrouver dans un fichier. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais avoir une partie variable, ok, et je vais avoir le début de mon algorithme et la fin de mon algorithme. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais déjà lire? Je vais récupérer, dans les variables, je vais récupérer les datas. Alors, les datas, tout simplement, ça va être un fichier texte, hein. Ok. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le fichier data, ok, et là, ce que je vais avoir, je vais donc parcourir ligne par ligne ce fichier. Donc je vais avoir ligne, qui est en fait une chaîne de caractères. Ah, il y a plusieurs des caractères, voilà. Et donc je vais dire pour chaque ligne qui se trouve dans data, ok, eh bien je vais faire quelque chose. Ok. Donc chaque ligne dans data, en fait, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir un élément dans la première colonne et elle va avoir un élément de la deuxième colonne. Okay, et entre les deux éléments, il va y avoir 3 espaces. Ok, ça marche. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sépare les deux éléments. Ok, je vais avoir 2 éléments, ça marche. Et donc, ce que je vais avoir, en fait, c'est que je vais récupérer les éléments de la liste de droite. Ouais, les éléments de la liste de droite, voilà. Ça va être quoi? Si je veux récupérer tous les éléments, ça va être un tableau d'entier. Ok, et je vais avoir tous les éléments de la liste de gauche. Et ça, c'est aussi un tableau d'entier. Ok, donc pour chaque ligne, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais récupérer sur chaque ligne, je vais récupérer l'élément de gauche et l'élément de droite. Et la première chose que je vais faire, déjà, je vais séparer ces deux éléments. Donc, je vais ajouter le nombre avant les espaces A et les gauches. Ok. Donc, je vais rajouter ça au tableau des éléments de gauche. Et je vais ajouter le nombre après les espaces A éléments de droite. Ok. Comme ça veut dire que je vais me retrouver avec un tableau avec les éléments, avec le texte, hein. Alors je peux l'utiliser avec Excel, hein. En fait, qu'est-ce que je cherche à avoir avec cet élément-là? Hop. Ma petite liste qui est là-haut, eh bien je vais me retrouver avec les éléments de gauche. Si je reprends le petit exemple qui est là, ce que je voudrais avoir, c'est je vais récupérer, hop, je vais récupérer 3, 4, 2, 1, 3 et 3, et je vais récupérer un tableau que je vais appeler élément de droite, et dans lequel je vais récupérer 4, 3, 5, 3, 9, 3. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux retrouver le plus petit élément dans la partie de gauche, et je veux le comparer au plus petit élément dans la partie de droite. Ok. Donc par exemple, ces deux-là. Et une fois que je les ai traités, eh bien, je vais retrouver quel est le plus petit élément dans la table de gauche maintenant, et je vais le comparer avec le plus petit élément de la table de droite. Donc je vais comparer ces deux éléments. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais prendre le plus petit élément dans la liste de gauche, et je vais le comparer avec le plus petit élément dans la liste de droite, et ainsi de suite. Ok. Alors on voit que comme ça, bah,
ce qui s'est passé, c'est que je vais devoir en fait chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si je veux chercher le plus petit, puis les deux plus petits, puis ceux qui suivent encore une fois, bah, est-ce que j'aurais pas intérêt en fait à trier directement mes listes dès le début? C'est-à-dire en fait de trier cette liste-là. Alors je vais le faire avec Excel directement. Hop. Je vais trier cette liste. Bah, pourquoi il me laisse le 3 en haut? J'ai pas compris là. Il me trie. Ah, il me trie, il croit que c'est l'entête. Ok, voilà. Et donc là, je m'aperçois qu'en triant mes listes, en fait, je mets côte à côte mes différents éléments. Et donc, en triant la liste, et bien après, je pourrais tout simplement continuer. Donc ça serait peut-être intéressant, en fait, de trier les deux listes. Ça me ferait gagner du temps. Et ensuite, je comparerai les deux premiers éléments de chaque tableau, les deux deuxièmes éléments de chaque tableau, les deux troisièmes éléments de chaque tableau, et ainsi de suite. Super. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trier l'élément de droite, et je vais trier l'élément de gauche. Ok, et maintenant qu'ils sont triés, eh bien je vais tout simplement parcourir ces différents éléments. Alors je sais plus ce qu'il faut que je cherche. Ah, il faut que je trouve la somme des différences. Ok, donc s'il faut que je trouve la somme des différences, je vais créer aussi une variable somme de type entier. Ok, cette somme, pour l'instant, je n'ai rien parcouru, donc pour l'instant, je vais mettre 0 dedans. Ok, et ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais créer une boucle. Donc pour un certain indice qui va de 0, premier élément de chacun des tableaux, jusqu'à taille du tableau moins 1. Alors, je considère en fait qu'il n'y a pas de piège dans ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a autant d'éléments dans la liste de droite qu'il y a d'éléments dans la liste de gauche. Alors, je ne fais pas la vérification, je devrais normalement, mais je suppose en fait que le jeu ne va pas me donner, en fait, il ne va pas poser problème, sinon je ne peux pas résoudre le puzzle qui est là. Hein. Donc, tout simplement, je vais dire, je prends l'un ou l'autre, hein, soit les éléments de droite, soit les éléments de gauche, en fait, jusqu'à moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que si je commence à l'indice 0, eh bien, et que j'ai n éléments, eh bien, je vais me retrouver, en fait, le dernier élément sera l'indice n-1. Hein. C'est comme, par exemple, j'ai 5 doigts, mais si je commence à 0, 0, 1, 2, 3, 4, je m'aperçois, en fait, que j'arrive à l'indice n-1. Ok. Pour i de 0 jusqu'à taille moins 1, ce que je vais faire, c'est la différence entre l'élément de droite et l'élément de gauche. C'est-à-dire que je vais faire la différence entre l'élément de droite qui se trouve à l'indice, moins l'élément de gauche qui se trouve à l'indice. Ok, ça marche. Alors parfois, l'élément de droite sera plus grand que l'élément de gauche, et donc la différence sera positive. Parfois, l'élément de gauche sera plus grand que l'élément de droite, et je vais tomber sur un nombre négatif. L'énoncé me dit que moi, j'ai toujours besoin de garder la distance. Une distance, c'est toujours positif. Hein. C'est-à-dire que la distance entre deux villes, elle est toujours positive, que vous allez dans un sens ou dans l'autre. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur absolue. Donc c'est la fonction abs, je considère qu'elle existe dans tous les langages de programmation. Hein. Donc je vais prendre la valeur absolue qui va juste se débarrasser du signe et va toujours me donner une valeur positive. Et cette différence, eh bien, je vais toujours l'ajouter à la somme. Donc la somme va, dans un premier temps, avoir 0, puis je vais y ajouter la première différence, puis je vais ajouter à cette première différence la deuxième et je vais le remettre en somme, puis je vais ajouter la troisième différence à la somme que j'ai déjà calculée, et ainsi de suite. Et à la fin, eh bien, la seule chose qui me reste encore à faire, si j'ai tout bien compris, là, je vais calculer toutes les sommes, là on est bon, et j'ai plus qu'à afficher la somme, et normalement on est bon. C'est bon? Ok, ça marche. Je pense que c'est bon. Alors, l'idée en fait, qui se cache là derrière, bah, en fait, elle est... Voilà un petit peu l'idée. Hein. Donc on a notre algorithme qui est là. Et l'algorithme, eh bien tout simplement, c'est toutes les étapes que je vais devoir réaliser. Alors je vais pouvoir le réaliser effectivement avec, par exemple, un langage Python, mais vous allez voir que cette première journée, je peux carrément en fait la résoudre avec Excel. Alors, évidemment, on ne vous demande pas de calculer sur ce jeu d'exemple, hein, puisque ça, je pourrais le faire de tête. Hein. D'ailleurs, je l'ai pratiquement déjà fait, je l'ai pratiquement fini sous Excel. On vous donne en fait quelque chose d'un petit peu plus long. Vous allez récupérer ce qu'on appelle le puzzle input. Alors le puzzle input, il est différent pour chacun des joueurs, hein, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'utiliser la réponse que moi je vais donner pour mon puzzle. Vous allez avoir un input différent
et un input différent va amener en fait à une réponse différente. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ma réponse en fait pour répondre au puzzle, hein. Vous allez être obligé de le recalculer dans votre cas. Donc vous voyez en fait que je récupère 2 colonnes, alors les chiffres sont un petit peu plus grands et le fichier, lui, il est un petit peu plus vaste aussi. Ok. Alors je l'ai déjà récupéré celui-là, je l'ai sauvegardé chez moi, je me suis ouvert un petit Visual Studio, donc là on voit déjà que j'ai mon fichier qui est là, et si je regarde un petit peu, bah il a 1000 lignes. Ok, 1000 lignes, ce qui veut dire en fait que vous n'allez pas pouvoir le faire à la main, il va falloir trouver un moyen informatiquement de traiter ces données. Alors j'avais Excel d'ouvert, et on peut peut-être essayer de voir si... Bah je peux pas le faire avec Excel en fait. Alors est-ce que je peux le faire avec Excel? On va voir. Je vais juste le récupérer, hop, dans la partie temp. Alors il faut que j'aille dans tous les fichiers, hein, parce que de base Excel ne voit que les fichiers, je vais récupérer mon input. Ok, et mon input il va me dire tout simplement, voilà, comment, j'ai l'impression qu'il y a 2 colonnes, est-ce que tu voudrais, comment tu voudrais le récupérer? Alors je vais dire qu'il est délimité, et ça veut dire qu'il va délimiter les colonnes par rapport aux tabulations, et ainsi de suite. Je vais voir s'il le fait correctement si je fais comme ça. Je vais le séparer par espace. Vous voyez en fait qu'il m'a mis maintenant une barre ici. Je vais dire que les espaces sont des séparateurs. Voilà, suivant, et terminé. Ok, donc il m'a réparti sur 2 colonnes les différents éléments. Bon, j'ai pratiquement fini, hein. Si j'insère ici, et que je dis que ça c'est le membre de gauche, et que ça c'est le membre de droite, j'avais vu en fait que c'était assez simple, hein. Il suffisait que je prenne cet élément-là, que j'aille dans les données et que je les trie. Alors non, je ne veux pas éteindre la sélection, je veux trier que cette colonne-là. Et ensuite, je veux trier cette colonne-là. Non plus, je ne veux pas étendre la sélection, je vais trier. Donc la colonne de gauche a été triée, la colonne de droite a été triée. Et donc maintenant, ce que je veux faire, c'est tout simplement la différence de gauche moins droite. Alors si je fais ça et que je tire vers le bas, vous allez voir que de temps en temps j'ai des nombres positifs, de temps en temps j'ai des nombres négatifs. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être faire un petit peu plus grand aussi. Hop, voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je ne vais pas seulement faire la différence, je vais aussi faire la valeur absolue, c'est-à-dire que je vais prendre la valeur abs, voilà, que je vais mettre ici, entre parenthèses, ce qui va en fait me débarrasser des nombres négatifs. Voilà. Je vais tirer ça vers le bas, jusqu'aux 1000 lignes. Voilà. J'ai donc la somme de toutes les différences. Pardon, j'ai toutes les différences. Et si je veux en faire la somme, eh bien je vais tout simplement prendre la somme, hop, de toute cette colonne. C'est un peu long. Il y a quand même beaucoup d'enregistrements. Voilà, je vais faire la somme. Je calcule et je récupère 1 319 616. Alors de mémoire, hein, c'est ça que j'avais donné pour la première truc, 1 319 616. Donc vous voyez que la première étoile, en fait, peut directement être faite sous Excel, hein, je ne suis même pas obligé de programmer quoi que ce soit. Alors on va quand même le programmer, hein, pour vous montrer un petit peu comment ça marche en Python, et pour vous donner en fait les structures de base, en fait, pour résoudre ce genre d'énigmes. Alors là, je vais reprendre en fait tout simplement l'algo que j'avais mis en place. Alors ici, je me suis ouvert un petit programme Python, voilà, que j'ai appelé d1.py, et on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Alors je reprends mon algo, je vais ouvrir data. Alors il faut que j'ouvre un fichier, d'abord. Alors par exemple, je vais l'appeler data. Data, c'est quoi? Bah en fait, dans Python, j'ai une fonction qui s'appelle open, et open, en fait, me permet de donner le nom du fichier que je veux ouvrir. Alors ici, je l'ai en fait sur le même répertoire, hein, ici, il s'appelle input.txt. Input.txt. Voilà, et je l'ouvre en lecture, read, ça veut dire en fait que je veux lire les données qui sont dedans, hein, et que je ne veux pas écrire dedans. Voilà, c'est fini. Si jamais votre input il n'est pas dans le même répertoire que votre programme Python, vous avez juste en fait à mettre le chemin absolu ici, hein, ou le chemin relatif, pour ouvrir en fait votre fichier. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je crée mon tableau de gauche. Pour l'instant il est vide, j'ai encore rien mis dedans, et mon tableau de droite. Voilà, les deux sont à vide, hein. Mon tableau de gauche et mon tableau de droite, les deux sont vides. Ok, donc pour chaque ligne
dans le fichier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le nombre avant les espaces dans le tableau de gauche, et je vais ajouter le nombre après les espaces dans le tableau de droite. Ok. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais déjà lire les éléments du fichier. Alors ici j'ai un fichier qui s'appelle data, et moi ce que je vais dire tout simplement c'est for e in data. Ok. Alors je vais déjà faire un print de e pour voir ce qu'il y a dedans, et vous allez voir que comme ça je vais parcourir le fichier ligne par ligne. Python, je l'ai appelé d1.py. Voilà. J'ai affiché ligne par ligne. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une ligne vide? Pourquoi il y a une ligne vide? En fait, c'est très simple, c'est que à chaque fin de ligne de input.data, on retrouve en fait un retour à la ligne. Alors ce retour à la ligne, il est pris en compte quand je lis la ligne du fichier. Et print est une fonction qui, de base aussi, ajoute un retour à la ligne en fait, quand elle a affiché le message. Donc j'ai un message qui contient un retour à la ligne à la fin, et je rajoute en plus un retour à la ligne avec la fonction print. Ok. Alors si je veux me débarrasser du retour à la ligne de la ligne que je lis, je vais tout simplement supprimer le dernier caractère de la ligne. C'est-à-dire que je vais récupérer ma ligne et je vais m'arrêter en fait au dernier chiffre, et ensuite il y a un retour à la ligne que je vais supprimer. Supprimer le dernier caractère, on peut utiliser l'outil de slicing, et je vais faire -1 sur la fin, ce qui dit en fait je supprime le dernier caractère. Voilà. Si je relance, on va voir que cette fois-ci, en fait, mon fichier n'a plus de retour à la ligne consécutif. Ok. Donc, maintenant que j'ai ma ligne, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je me suis aperçu que j'ai des chiffres avant les espaces et j'ai des chiffres après les espaces. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle un split. Un split, ça me permet de diviser une chaîne de caractères par rapport à un caractère délimiteur. Donc, le caractère délimiteur que je vais mettre, c'est l'espace. Et je vais donc dire en fait que je vais utiliser comme si l'espace c'était un séparateur, et je vais en fait diviser les différents éléments par rapport à ce séparateur. Et ça, je vais le ranger dans une liste. Ok. Alors pour bien comprendre ce que ça fait, je vais juste afficher cette liste et on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop. Vous voyez en fait que ça m'a créé un élément de liste qui contient 4 éléments. Donc qui contient le premier chiffre, qui contient un espace, qui contient un espace, et qui contient le dernier chiffre. Donc si je veux récupérer mes éléments de droite et de gauche, je vais récupérer le premier élément de cette liste, et je vais récupérer le dernier élément de cette liste. Attention aussi, le fait que vous ayez des simples cotes ici autour des différents éléments, ça veut tout simplement dire que pour l'instant, je n'ai pas considéré ces données en termes de chiffres, je les ai en termes de chaîne de caractères. Ça va poser problème parce que je veux faire des calculs avec. Donc je vais devoir faire une conversion. Ok, ça marche. Donc, je vais me débarrasser des éléments du milieu. Je vais juste récupérer le premier élément et le dernier. Et il ne faut pas que j'oublie naturellement de les convertir en chiffres, sinon je vais avoir des problèmes au moment où je vais faire des calculs avec. Puisque à la fin, je vais faire une soustraction. Je ne peux pas faire une soustraction en fait sur des chaînes de caractères. Ok. Donc l'élément de gauche que je vais récupérer, eh bien, ça va être le premier élément de la liste. Donc je vais ajouter le premier élément de la liste. Le premier élément d'une liste, c'est l'élément qui se trouve à l'indice 0. Et dans la liste de droite, naturellement, il faut que j'ajoute. Alors là, je peux regarder, je prends pas l'élément. Alors ça, c'est l'élément 0, 1, 2, 3. Je peux prendre soit l'élément -1, qui serait le dernier élément de la liste, soit l'élément 3. Ici, le problème, il est posé pour qu'on puisse passer par l'un ou par l'autre. Il n'y a pas encore de problème vraiment de conversion à ce niveau-là dans les premiers programmes. Ok. Par contre, j'ai dit aussi que si je fais ça, et qu'ici j'affiche ma liste de droite et ma liste de gauche, en fait, je vais avoir un problème de format. Ok. On va regarder, normalement, j'ai bien divisé mes différents éléments. Mais par contre, en termes de format, c'est pas génial parce que je me retrouve avec une chaîne de caractères. Et si je veux faire une différence avec une chaîne de caractères, je vais avoir un problème. Donc, je vais tout de suite solutionner le problème en faisant ce qu'on appelle un transtypage ou un cast. Je vais transformer tout simplement les chaînes de caractères qui viennent de mon fichier en int pour avoir des entiers. Et là, vous voyez que cette fois-ci, je n'ai plus j'ai plus des cotes autour de mes éléments. On a bien compris que cette fois-ci, c'était des tableaux d'entiers, des listes d'entiers.
Donc je vais pouvoir faire des calculs avec. Ok, super. Donc, j'ai bien ajouté avant les espaces les éléments de gauche, ajouté le nombre après les espaces à l'élément de droite, ça marche. Trier l'élément de droite et l'élément de gauche. Bon, alors là aussi, ça c'est pas quelque chose de très très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout simplement la fonction sort, qui existe sur les listes, et je vais dire, voilà, la liste de gauche, tu me la tries, la liste de droite, tu me la tries. Sans, par défaut, sort va faire un tri ascendant, donc plus petit devant, plus grand derrière. C'est exactement ce que je veux, De toute façon, j'aurais pu trier dans l'autre sens, ça aurait marché aussi de la même manière. C'est pas... Il faut juste en fait avoir les deux plus petits qui sont ensemble, les deux plus grands qui sont ensemble, peu importe dans quel ordre en fait on les trie. Ok, ça marche, c'est fait. Ensuite, il y a toute cette partie-là. Il faut que je crée un élément somme que je mets à 0, et ensuite je vais parcourir tout simplement les deux éléments. Et à chaque fois, je vais mettre l'élément 0 avec l'élément 0, l'élément 1 avec l'élément 1, et ainsi de suite, et enfin je vais afficher la somme. Ok. Donc il me faut une boucle, for i in range. Alors, pareil, je dois commencer à 0, et je dois aller jusqu'à la longueur de une des deux listes, soit gauche, soit droite, peu importe, de toute façon elles ont le même nombre d'éléments. Voilà. Ok. Alors là, je ne fais pas -1, parce que Python, la fonction range, en fait, commence à 0 et exclut la borne supérieure. Donc ça veut dire exclut la borne supérieure, ça veut dire que ça va s'arrêter juste avant. Donc par exemple, si j'ai 5 éléments, si j'ai une longueur de 5, eh bien j'aurai 5 exclus, et donc ça va s'arrêter à 4. Pareil, un Python, si jamais je ne mets pas le premier élément 0, eh bien il va considérer que c'est 0 par défaut. Et donc, je peux simplement écrire ma boucle comme ça. Donc i va parcourir en fait une de mes listes. Ok. Et, j'ai pas fait la somme. Il faut que je fasse une somme à 0. Ok. Et cette somme, eh bien, je vais ajouter somme plus. Donc je garde toujours la valeur de la somme que j'avais dans la tour de boucle, et puis je vais ajouter en fait la différence que je vais récupérer sur les différents éléments. Ok. Alors la différence, je la récupère comment? Alors cette différence, je vais récupérer ce qui se trouve à l'indice i dans la liste de droite. Voilà. Et je vais faire la différence avec ce qui se trouve dans la liste de gauche. Comme on l'avait vu, cette différence, elle peut être positive ou négative, suivant que droite soit plus grand que gauche soit plus grand que droite. Pour pallier à ce genre de choses, je vais juste utiliser une fonction ABS, qui existe en Python, qui me donne la valeur absolue. Voilà. Donc somme égale somme plus ABS de la différence de droite et de gauche. Et il me reste encore à afficher la somme. Voilà. Je lance mon Python et j'ai 1 319 616. Je suis de nouveau arrivé sur le même résultat. Super. Eh bien ça marche. Premier problème résolu et première étoile dans la poche. Ok. Alors deuxième étoile, on en arrive à la deuxième étoile, on se dit, oula, les elfes trouvent qu'il y a vraiment de grandes différences quand même entre les chiffres qu'on vient de calculer. Bon. Alors, ils pensent pas forcément qu'il y a eu une erreur de calcul, ils nous font quand même assez confiance sur l'erreur qu'on a faite, mais peut-être qu'on a mal compris les coordonnées, peut-être qu'il fallait pas les comprendre comme ça. Et donc il va nous proposer de calculer ce qu'on appelle un score de similarité entre les deux listes. Et en fait, comment est-ce qu'il va calculer ça? Il va tout simplement essayer de chercher dans la première liste un élément, et il va regarder combien de fois il est dans la deuxième liste. Ok, alors là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Je vais reprendre mon premier Excel. Je peux même le revenir en arrière sur les tris, peut-être? Non. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Il va dire, voilà, je vais prendre le 1 de la première liste. Je vais regarder combien de fois il est dans la deuxième. Voilà, il est 0. Ok. Donc, ça compte pour 0. Le 2, il n'y est pas non plus. Ça marche. Le 3, il y est 3 fois. Donc, je vais faire 3 fois 3, 9. Le 3, il y est 3 fois, donc je vais faire 3 fois 3, 9. Donc, j'ai 9 et 9, 18. 3, il est 3 fois 9, 27. 3 fois 3, pardon, 9. 9 et 18, 27. Et le 4, il est combien de fois? Il est une fois, donc je vais faire 1 fois 4, 4. Je vais faire 27, plus 4, ça va me donner 31. C'est bien ça? J'ai bien résumé? Ouais, 31. Ok, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je trouve un élément dans la liste
un élément de la première liste dans la deuxième, je vais multiplier par le nombre de fois en fait où je le trouve. Bon, bah ça c'est pas super compliqué à faire. C'est pas super compliqué à faire puisque il n'y a pas beaucoup de choses qui va changer en fait. Hein. Donc cette fois-ci, on ne prend plus la différence de ces deux éléments. Ok. Je vais juste récupérer la somme et je vais dire que je vais prendre l'élément de gauche qui se trouve... Enfin, je vais peut-être le dupliquer. Hein. Hop. Donc ça c'est... Ça je vais mettre que c'est l'étoile 1. Hop. Je vais prendre ça et je vais mettre ça. Hop. Ça c'est l'étoile 2. Voilà. Et dans l'étoile 2, il y a quoi qui va changer? Et bien là, en fait, je garde toujours la somme, mais cette fois-ci, je ne garde plus la différence entre les distances. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que si l'élément de gauche de i, voilà, si je le trouve, je vais le multiplier par le nombre de fois que je le trouve dans la liste de droite. Alors, je peux l'écrire comme ça, je ne suis pas obligé de faire un si alors sinon. Tout simplement parce que si l'élément de gauche ne se trouve pas dans la liste de droite, eh bien il y sera présent 0 fois, et donc il va être multiplié par 0. Donc en fait, je peux carrément le laisser comme ça. Donc je vais prendre l'élément de gauche et je vais le multiplier par, je vais dire par le nombre de fois que l'élément de gauche de i se trouve dans et les droites. Voilà. Donc, je vais prendre l'élément de gauche et je vais le multiplier par le nombre de fois que cet élément se trouve dans l'élément de droite. Et c'est la seule chose qui est à modifier pour avoir la deuxième étoile. Ok, ça marche. Bon, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon programme? Je m'aperçois que si j'ai changé uniquement cette ligne dans l'algo, eh bien il faut que je change uniquement cette ligne dans le programme. Donc cette fois-ci, je vais récupérer, effectivement, je vais récupérer l'élément de gauche dans la liste de gauche, il est comme ça. Et ce que je vais utiliser en Python, ça va être tout simplement, je vais prendre la liste de droite, ok, et là-dedans, je vais compter combien de fois je trouve l'élément de gauche. Voilà, et c'est fini. Pardon, là c'est un fois. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Hop. Alors, j'ai combien là? J'ai 27 267 728. Je vais juste vérifier que c'est bien ce que j'avais. 27 267 728, c'était bien la réponse qui m'a été demandée. Voilà. Donc on a résolu notre premier jour, hein. C'était pas très compliqué, une vingtaine de lignes en Python. On a essayé de comprendre comment ça marche. Alors c'est très important de bien comprendre les premiers puzzles, parce qu'en fait, ces éléments, ils vont revenir tout le temps. L'ouverture de fichier va revenir tout le temps, le parcours du fichier va revenir tout le temps, le fait de vérifier si vous avez le retour à la ligne qui est dans la ligne ou non, ça va revenir tout le temps. Par exemple, là, j'ai le retour en ligne en Python. Si jamais j'avais fait ça en C++ avec un getLine, eh bien le getLine se serait débarrassé du caractère retour à la ligne. Donc, suivant le langage dans lequel vous êtes, prenez un petit peu de temps de bien comprendre en fait comment marchent les fonctions et qu'est-ce qu'elles vous retournent. Voilà. Donc, comme d'habitude, moi, les résolutions, je vais les mettre systématiquement dans un répertoire GitHub que je vous mettrai à disposition, en tout cas sur les premiers éléments. Et je vais faire une version Python la plupart du temps, et pour certains puzzles, je vais aussi faire une version C++ pour que l'on ait en fait la différence entre les deux langages, et de montrer finalement que quand l'algorithme il est bien construit, finalement l'algorithme peut être implémenté dans n'importe quel langage de programmation. Donc on va essayer de rester sur cette dualité. Si j'ai le temps, j'aimerais la conserver, d'avoir toujours en fait la solution en Python et en C++ pour qu'on puisse aussi comparer les deux solutions. Voilà, donc le challenge est lancé pour cette période de l'Avent. Je vous souhaite donc bon courage, et puis si jamais vous restez bloqué, j'espère que je pourrai amener de temps en temps une partie de la résolution. À bientôt!